Imagine un instant le pays le plus riche du monde. Et pourtant, chaque nuit, plus de 3,5 millions d'Américains dorment désormais dans leur voiture, sur des parkings ou des aires de repos. Un phénomène qui explose plus vite que n'importe quelle autre tendance liée au logement. Depuis 2020, les loyers ont bondi de plus de 30%, pendant que près de 6 travailleurs sur 10 sont incapables de faire face à une urgence de 1000 $. Résultat, des familles, des étudiants, des retraités se replient dans des berlines, des monospaces ou de vieux SUV. Aujourd'hui, une personne sans abri sur 5 vit dans un véhicule, formant discrètement la plus grande population mobile jamais vue dans l'histoire moderne des États-Unis. Et non, ce n'est pas un mode de vie alternatif. C'est la conséquence directe d'un basculement profond. Le logement n'est plus traité comme un besoin vital, mais comme un produit financier. Quand l'immobilier devient un placement, des millions de personnes se retrouvent à survivre dans ce qu'elles peuvent encore se permettre, 4 roues et un toit en métal. Le coût de la vie s'est déconnecté de toute logique économique. On assiste à un gouffre inédit entre revenus et dépenses. Des salaires qui, hier encore, permettaient une vie stable, sont aujourd'hui écrasés par une hausse continue des prix. Depuis 2020, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Loyer en hausse de plus de 30%, alimentation à plus 25%, assurance auto presque plus 50%, électricité au rythme le plus rapide depuis 20 ans. En face, des salaires médians qui n'ont progressé que de 12%. L'équation ne tient plus. Et ce déséquilibre définit toute la crise actuelle. Le logement encaisse le choc le plus violent. Dans plus de 230 villes américaines, un simple T1 exige désormais plus de 40% du revenu médian, soit le double du seuil considéré comme sain par les économistes. Avec des taux immobiliers au-dessus de 7%, même les logements d'entrée de gamme sont devenus des produits de luxe. Louer ou manger, payer le propriétaire ou se soigner, choisir entre le carburant et les médicaments, ces arbitrages impossibles sont devenus le quotidien de millions de travailleurs. Ce n'est pas une lente dérive. C'est une chute accélérée du pouvoir d'achat. Et pendant ce temps, le système économique fonctionne avec des coûts de base toujours plus élevés. Aujourd'hui, les dépenses mensuelles essentielles, loyer, charges, nourriture, carburant, assurance dépassent en moyenne 3200 $. Or, près de 70% des travailleurs gagnent moins que cela, une fois les impôts déduits. Autrement dit, même un emploi à temps plein ne garantit plus un toit. Alors les ménages coupent, mois après mois. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une dépense à sacrifier, le logement lui-même. Voilà pourquoi la vie en voiture se généralise. Pas par choix, pas par goût de la liberté, mais parce que l'économie a enfermé une partie croissante de la population dans la solution la moins chère encore accessible. Quand le salaire ne couvre plus la vie moderne, la voiture devient une bouée de sauvetage. Elle protège du cycle infernal des loyers, tout en exposant à toutes les autres fragilités. La pression économique ne se resserre plus, elle atteint un point de rupture. Et ce qui suit, c'est la réaction humaine face à un système où survivre ne rentre plus dans le budget d'un travailleur. Une population déplacée émerge, sans précédent dans l'histoire américaine. Ce ne sont pas uniquement des personnes en grande précarité chronique. Ce sont des gens ordinaires, actifs, diplômés parfois, qui ne tiennent plus face aux coûts structurels de la vie. Aujourd'hui, plus de 53% des personnes vivant dans leur véhicule ont un emploi à temps plein. Beaucoup possèdent même un diplôme universitaire. Le paradoxe est brutal. Travailler ne suffit plus pour se loger. Les étudiants figurent parmi les groupes qui progressent le plus vite. Avec des loyers autour de 1400 $ près des campus et des résidences universitaires saturées, certains choisissent la voiture pour continuer leurs études. Dormir sur un parking devient le prix à payer pour rester inscrit. L'idée que l'éducation garantit la stabilité se fissure sous le poids des frais, des loyers et des dettes accumulées avant même l'obtention du diplôme. Les familles, elles aussi, basculent dans cette crise invisible. Les frais de garde dépassent désormais 11 600 $ par an et par enfant. Combinés à la pression des loyers, ils ne laissent aucune marge aux parents seuls ou aux ménages modestes. La voiture devient alors le seul espace encore contrôlable, même si elle n'offre ni sécurité ni conditions dignes pour élever des enfants. Voir des familles actives contraintes à ce mode de survie est l'un des signaux les plus clairs d'un système du logement en train de céder. Même les retraités, autrefois les plus stables, sont touchés. Avec des revenus fixes entre 1800 et 2200 $ par mois, ils ne peuvent plus rivaliser avec des loyers qui dépassent régulièrement 1500 $. La sécurité sociale n'a jamais été pensée pour une économie où se loger absorbe presque tout le revenu. Résultat, des seniors forcés à une mobilité qu'ils n'ont ni choisie ni la capacité physique d'assumer. Cette nouvelle classe déplacée traverse tous les âges, tous les métiers, tous les parcours. Elle révèle une société où ni le travail, ni les études, ni la retraite ne protègent plus de l'insécurité résidentielle. Et c'est là que s'opère un basculement majeur. Le logement est redéfini, non plus par choix, mais par nécessité économique.
À mesure que la vie en voiture se généralise, les véhicules se transforment en abris improvisés. Par contrainte, pas par envie. Une logique de survie s'installe. Quand un logement classique devient inaccessible, l'intérieur d'une voiture doit remplir, tant bien que mal, les fonctions d'un foyer, avec très peu d'espace, peu d'énergie et quasiment aucune protection. Dormir devient le premier défi. Les sièges sont rabattus, des mousses remplacent les matelas, des pare-soleils isolants tentent de contenir des écarts de température qui peuvent atteindre 40 à 60 degrés en une nuit. Le rangement se résume à quelques bacs en plastique et des espaces sous les sièges. 30 à 50 pieds cubes pour toute une vie. Chaque centimètre compte. Tout devient arbitrage. L'électricité, elle aussi, doit être réinventée. Sans prise murale, on dépend de batteries portables, de chargeurs allume-cigare ou de petits onduleurs. Pour 40 à 120 $, on obtient juste assez d'énergie pour un téléphone, une lampe ou un coussin chauffant. Sans réfrigération, l'alimentation privilégie la conservation plutôt que la qualité, ce qui détériore la santé et augmente les coûts à long terme. L'hygiène relève du casse-tête permanent. Les douches viennent de salles de sport ouvertes 24h24, de relais routiers ou de plages publiques, souvent contre 10 à 20 $. Les toilettes dépendent de la tolérance des commerces et des stations-service. Rien n'est garanti, tout est fragmenté, toujours conditionné par le déplacement. La sécurité, enfin, impose un calcul constant. Trouver un endroit ni trop visible au risque d'un contrôle, ni trop isolé au risque d'une agression. L'équilibre est précaire. Cette organisation improvisée marque le moment où la vie en voiture cesse d'être une solution temporaire pour devenir une réponse structurée à un logement devenu inaccessible. Chaque adaptation raconte une étape de plus dans la spirale du déplacement. On assiste aujourd'hui à une réalité troublante. Une population entière réorganise son quotidien à l'intérieur de machines pensées pour se déplacer, pas pour y vivre. Et contrairement à ce que certains imaginent, vivre dans un véhicule n'a rien d'économique. C'est simplement moins cher que l'engrenage infernal des loyers devenu impossible à suivre. Quand le logement se transforme en boîte de métal roulante, les dépenses ne disparaissent pas, elles changent de forme. Peu à peu, un nouveau cadre économique s'impose. Une sorte d'indice de viabilité du véhicule. Le coût minimum pour qu'une voiture reste habitable, sans devenir un piège. Le premier poste est incontournable, le carburant. Même en roulant peu, maintenir une mobilité de base coûte entre 80 et 160 $ par mois, selon la région et les prix à la pompe. Ajoutez à cela le moteur laissé tourner pour se chauffer ou recharger des appareils, et la facture grimpe encore. Puis vient l'assurance, impossible à éviter. À l'échelle nationale, elle dépasse désormais les 2000 $ par an, un chiffre en hausse constante avec les vols et les accidents. L'alimentation, elle aussi, change radicalement. Sans frigo ni espace de stockage, les repas reposent sur des produits longue conservation, des achats quotidiens et des plats bon marché déjà préparés. Résultat, 60 à 90 $ par semaine, souvent plus que ceux qui cuisinent et achètent en gros. L'impossibilité de conserver des aliments frais devient une pénalité financière permanente. Mais le poste le plus instable reste la mécanique. Une panne d'alternateur, un pneu crevé ou une batterie morte entre 120 et 900 $ peuvent faire disparaître, en un instant, le seul abri disponible. Là où un locataire affronte des pénalités de retard, une personne vivant dans son véhicule perd tout quand le moteur lâche. La survie repose sur une machine qui n'a jamais été conçue pour servir de maison. Et chaque panne devient une menace existentielle. À cela s'ajoutent les frais liés à l'hygiène, abonnement à des salles de sport pour accéder aux douches, entre 25 et 40 $ par mois, douche en relais routier, 10 à 15 $ par passage, laveries occasionnelles dont les coûts s'accumulent rapidement. Toute dépense non essentielle disparaît. Il ne reste qu'un objectif, tenir. Au final, le coût réel de la vie en voiture oscille souvent entre 850 et 1400 $ par mois. Bien en dessous des loyers moyens, certes, mais écrasant pour des personnes déjà à bout de souffle. Ce cadre budgétaire révèle une vérité simple. Vivre dans un véhicule n'est pas une stratégie financière. C'est une méthode de confinement économique pour ceux que le logement traditionnel a exclus. Une survie faite de calculs permanents et de pression constante. Et derrière cette réalité financière se cache un autre coût, plus insidieux, l'exposition. Quand le refuge se résume à une carcasse métallique et des vitres, la survie dépend directement de la météo. La pression économique pousse vers la voiture. La physique, elle, décide combien de temps on peut y rester en vie. Une voiture ne régule pas la température. En hiver, elle perd sa chaleur à une vitesse que le corps humain ne peut compenser. En moins d'une heure, l'intérieur peut chuter de 10 à 15 degrés Celsius. Une nuit à moins 4 degrés Celsius dehors suffit à transformer l'habitacle en congélateur avant minuit. Quand les températures passent sous les moins 10 degrés Celsius, la situation devient dangereuse en moins de 45 minutes.
Les couvertures isolantes, les panneaux en mousse, les vêtements superposés ralentissent la perte de chaleur, sans jamais l'arrêter. L'été inverse le cauchemar. Le soleil traverse les vitres et emprisonne la chaleur. À l'intérieur, les températures dépassent régulièrement les 45 à 55 degrés Celsius, même quand l'air extérieur reste modéré. Le risque de coups de chaleur devient quotidien. Il faut chercher l'ombre, capter le moindre courant d'air, boire davantage. L'eau seule peut coûter 20 à 30 $ par semaine, une dépense invisible pour les personnes logées. La neige et le verglas ajoutent une menace supplémentaire. Portière bloquée, batterie à plat, pneus inefficaces. Une batterie morte, 120 à 180 $, supprime d'un coup l'abri et la mobilité, laissant la personne immobilisée dans le froid. Même la ventilation devient un dilemme permanent. Fenêtres fermées, l'humidité s'accumule, la condensation accélère le refroidissement. Fenêtres ouvertes, pluie, insectes, air glacial ou risque de sécurité. Il n'existe pas de solution stable, seulement des compromis. La météo devient l'ennemi le plus implacable. Et comme les contraintes budgétaires rendent tout contrôle climatique inaccessible, il n'existe aucun filet de sécurité. La vie se résume alors à un combat quotidien contre le froid, la chaleur, l'humidité et les lois physiques elles-mêmes. Ces mêmes contraintes façonnent aussi l'espace. Elles dessinent une géographie officieuse de la survie. Des quartiers de l'ombre, nés non pas de plans urbains, mais de la nécessité. Là où pression économique, risques climatiques et mobilité limitée se croisent, des poches de vie en véhicules apparaissent. Stations-service, parkings de grande surface, zones industrielles, secteurs commerciaux ouverts la nuit deviennent l'infrastructure par défaut. À Phoenix, Denver, Portland ou Atlanta, les décomptes locaux évoquent entre 1500 et plus de 6000 personnes dormant dans leurs véhicules chaque nuit. Ces regroupements persistent parce qu'ils offrent lumière, passage, toilettes, ou simplement l'anonymat au milieu d'autres voitures. Les aires de repos le long des autoroutes jouent aussi un rôle clé. Plus de 1800 sites fédéraux servent de points d'ancrage temporaire, avec une sécurité relative et des zones grises juridiques. Mais leur visibilité les rend précaires. Quelques heures suffisent avant le risque d'amende ou d'expulsion. Les parkings d'églises, zones d'entrepôt et bandes commerciales suburbaines forment une troisième catégorie. Assez discrets pour rassurer, assez fréquentés pour ne pas être isolés. Dans des villes comme Seattle, San José ou Sacramento, des rues entières accueillent chaque nuit 30 à 70 véhicules, devenant de véritables quartiers sans reconnaissance officielle. Cette géographie parallèle révèle une contradiction brutale. Les villes tentent de disperser ces regroupements, tout en n'offrant aucune alternative abordable. À mesure que les loyers montent et que les conditions climatiques se durcissent, cette carte invisible s'étend, remodelant silencieusement les paysages urbains et suburbains. Rien n'est aléatoire. Tout reflète la logique d'une population contrainte de vivre en mouvement. Mais au-delà de l'espace, une autre réalité s'impose. Cette crise est aussi biologique. Le corps et l'esprit humain ne sont pas faits pour l'alerte permanente, la promiscuité et l'instabilité. Dès que la vie se replie dans un habitacle, la santé se dégrade, rapidement et visiblement. Le sommeil se fragmente. En moyenne, une personne vivant dans sa voiture dort entre 3h30 et 5h par nuit, rarement d'un seul tenant. Bruit, froid, chaleur, peur d'être dérangé maintiennent le cerveau en vigilance constante. Le sommeil profond disparaît. En quelques mois, apparaissent baisse de l'immunité, dérèglements hormonaux et troubles cognitifs. La santé physique suit la même pente. L'espace réduit provoque raideur articulaire, hypertension, mauvaise circulation. L'alimentation, riche en sel et pauvre en nutriments, augmente la fatigue et les risques cardiovasculaires. Même l'hydratation est limitée, certains réduisant volontairement leur consommation d'eau pour éviter les déplacements nocturnes. Le corps vieillit prématurément, soumis à un stress prolongé. Sur le plan mental, la pression est tout aussi lourde. Mobilité constante, absence d'intimité, instabilité permanente font grimper le cortisol, l'hormone du stress, sur de longues périodes. Les études montrent un risque multiplié par 2 ou 3 de troubles anxieux et dépressifs. La frontière entre domicile, rue et espace public disparaît, enfermant l'esprit dans un mode survie où le futur n'existe plus. Et ce cercle se referme. La fatigue nuit au travail. La maladie coûte plus cher. L'épuisement psychologique fragilise la résilience. La vie en voiture n'est pas qu'une conséquence économique. C'est une urgence sanitaire qui progresse dans le silence. Et c'est peut-être là que se trouve le signal le plus alarmant. Cette crise dépasse largement la question du logement. Elle s'attaque directement au corps humain. On découvre aujourd'hui une réalité de plus en plus difficile à ignorer. Une population entière est poussée dans des conditions de vie qui grignotent lentement le corps et épuisent l'esprit. La dégradation de la santé chez les personnes vivant dans des véhicules n'est pas un phénomène isolé.
Elle révèle une rupture bien plus large. Les structures censées offrir un minimum de stabilité ne parviennent plus à absorber le flot de personnes qui basculent dans l'insécurité du logement. Ce qui relevait autrefois de l'exception est devenu une crise structurelle, à une échelle que les systèmes existants n'avaient jamais anticipée. Les refuges constituent le premier point de saturation. Dans la plupart des grandes villes, ils affichent régulièrement des taux de remplissage supérieurs à 95%. Chaque nuit, des milliers de personnes se voient refuser l'accès faute de place. Et le problème n'est pas seulement le nombre. Les budgets stagnent, parfois depuis des années, sans suivre l'inflation. En moyenne, un refuge urbain dispose de 28 à 45 $ par personne et par jour. Une somme largement insuffisante pour répondre à la demande croissante, aux besoins médicaux et aux pics hivernaux. L'écart entre les lits disponibles et les personnes en quête de sécurité s'élargit, année après année. Résultat, les véhicules deviennent des solutions de débordement, par défaut. Les municipalités, elles aussi, sont dépassées. À mesure que la population vivant en voiture augmente, les contraintes explosent. Stationnement, sécurité publique, gestion des déchets. Pourtant, les finances locales restent sous tension. Certaines villes signalent des hausses à 2 chiffres des appels liés au sans-abrisme. Les règlements censés organiser l'espace public, interdiction de stationner, restrictions nocturnes, loi contre l'habitat en véhicule ne font que déplacer le problème. On chasse d'un quartier pour voir réapparaître ailleurs. La mobilité devient une forme de déplacement forcé, pas une réponse durable. Au niveau fédéral, les aides peinent à combler le vide. Les bons de logement ne touchent qu'un ménage éligible sur 4. Et les financements accusent toujours un retard de plusieurs années sur le coût réel de la vie. Les programmes d'aide d'urgence mis en place pendant la pandémie ont servi de bouée de sauvetage temporaire. Leur disparition a laissé des millions de foyers exposés à des hausses de loyers qu'ils ne pouvaient plus absorber. Pendant ce temps, la construction de logements abordables reste dramatiquement insuffisante. Le pays accuse un déficit de plus de 7 millions d'unités à bas coût. Cette impasse institutionnelle transfère toute la charge sur les individus. Des personnes déjà épuisées, physiquement et financièrement. Les systèmes conçus pour empêcher un déplacement massif n'avancent ni assez vite, ni à la bonne échelle. Quand les ressources manquent, la voiture devient un refuge par défaut. Non pas parce qu'elle est adaptée, mais parce qu'il n'y a rien d'autre. Cet échec collectif prépare le terrain à des forces plus profondes, celles qui alimentent l'effondrement du logement aux États-Unis. L'incapacité des gouvernements, des refuges et des collectivités à contenir la crise n'est pas un accident passager. C'est le résultat logique d'un marché immobilier remodelé autour du profit plutôt que des personnes. En l'espace de 20 ans, le logement est passé du statut de nécessité vitale à celui d'actif financier. Cette transformation a tout bouleversé. Des fonds d'investissement, des groupes de capital investissement et de grands propriétaires institutionnels ont racheté des centaines de milliers de logements, parfois des quartiers entiers, sans même les visiter. Grâce à des algorithmes de fixation des loyers et à des analyses automatisées du marché, ils peuvent augmenter les prix de manière coordonnée à l'échelle régionale. Dans des villes comme Austin, Tampa, Phoenix ou Atlanta, ces acteurs influencent désormais 20 à 30% du parc locatif. Une pression qui se répercute sur chaque logement restant. Le toit devient un actif de portefeuille, plus un droit fondamental. Les règles d'urbanisme aggravent encore la pénurie. Des décennies de restrictions sur les immeubles collectifs, la hauteur des bâtiments et la densité ont empêché la construction de millions de logements. Résultat, un déficit structurel de plus de 7 millions d'unités abordables qui continue de se creuser. Avec des coûts de construction élevés, des taux d'intérêt au-dessus de 7% et la rareté du foncier, les nouveaux projets visent presque exclusivement le haut de gamme. Les travailleurs sont exclus avant même l'ouverture des immeubles. Quand le logement devient un outil d'investissement, l'exclusion est intégrée au système. Les gens ne sont pas exclus parce qu'ils ont mal géré leur argent. Ils le sont parce que le marché est conçu pour maximiser les rendements, pas la stabilité. Les chocs économiques, licenciements, inflation, assurances plus chères, salaires stagnants n'ont fait qu'accélérer une trajectoire déjà mathématiquement inévitable. Et nous voilà à l'approche de 2026, à un point de convergence critique. Si l'inflation reste élevée et que les taux immobiliers ne baissent pas, des millions de locataires feront face à des renouvellements de bail impossibles à payer. Les retraités, avec 1800 cents à 2200 $ de pension mensuelle, ne pourront rivaliser avec des loyers moyens dépassant 1700 $. Les jeunes travailleurs, écrasés par la dette étudiante et la précarité salariale, verront de plus en plus la vie en voiture comme la seule option viable. Les villes encaisseront le choc en premier. Des regroupements de véhicules autour des zones commerciales, des refuges saturés, des besoins sanitaires explosifs, des urgences de santé publique en cascade. Puis viendront les entreprises, confrontées à une main-d'œuvre épuisée, malade, instable. Pendant ce temps,
le marché immobilier continuera de grimper. Non pas parce que les familles peuvent payer plus, mais parce que les investisseurs, eux, le peuvent. Si rien ne change, les États-Unis entreront dans une nouvelle ère. Une époque où le logement ne sera plus le socle de la stabilité, mais l'un des moteurs du déclin national. Un système tellement optimisé pour le profit qu'il a oublié ce qu'il devait abriter. Et lorsqu'un pays exclut des millions de personnes de l'accès à un toit, il ne perd pas seulement son marché immobilier. Il compromet son avenir. Car aucune société ne peut tenir lorsque vivre devient un luxe hors de prix.